Bonjour à tous. Après une semaine d'analyse des données portant sur la compréhension du comportement des consommateurs, à partir desquelles l'entreprise Bolt va s'appuyer pour construire sa stratégie marketing pour pénétrer le marché français des livraisons de repas, notre équipe composée de Raphaël, Étienne, Armand et moi-même, Ahmed Ali, nous allons vous présenter les résultats de notre étude. Les données portent sur la période de janvier 2017 jusqu'en juin 2020. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous sommes posé la question: que savons-nous sur Bolt? On va faire une brève présentation de Bolt. Bolt, c'est quoi? C'est une entreprise estonienne spécialisée dans la mobilité partagée, développe et gère une application mobile permettant à n'importe quel consommateur de commander via son téléphone portable des livraisons de repas, voitures, VTC, voire même de trouver une trottinette en libre service. Notre étude porte sur la livraison de repas sur le marché français. Bolt est un acteur majeur de livraison de repas en Europe. C'est très important. Et à travers notre étude, Bolt cherchera à comprendre le comportement des consommateurs et le dynamisme du marché français des livraisons de repas. Ces deux aspects, comprendre le marché des livraisons et le marché français, le comportement des consommateurs et le marché français constitueront l'ossature de notre exposé. Fox Intelligence, c'est une entreprise française spécialisée dans l'analyse des données. En fait, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est le travail de Fox Intelligence. Voilà, le marché, présentation du marché. En fait, le marché, il faut savoir que c'était le fil rouge, le fil conducteur de notre analyse de données. On a comme première étape, on a tout d'abord analysé le nombre de commandes par prestataire, ce qui nous a donné ce pie chart divisé en trois acteurs majeurs. Mais comme les données en fait financières de l'entreprise Just Eat étaient inexploitables, nous sommes donc basés sur les données quantitatives et qualitatives des deux autres acteurs qui sont Uber Eats et Deliveroo, ce qui nous a donné en fait un chiffre d'affaires total de 17 millions d'euros durant donc c'est de la période concernée. Et concernant les parts de marché, nous pouvons voir aussi que Uber Eats conforte, on va dire, une position de leader assez solide, avec un peu plus de 60% des parts. Alors, en ce qui va concerner l'évolution du marché sur la période, on remarque facilement que le marché a tendance à croître de manière régulière. On va remarquer aussi une petite anomalie, entre guillemets, sur les 4 derniers mois. Donc, ce que vous avez ici, jusqu'ici, ça va correspondre à la période qu'on a tous connue qui s'appelle le début du Covid, avec une période ici de confinement. Donc, on a été enfermé pendant 2 mois où les services, enfin la France et le monde tournaient au ralenti. Et ensuite, là, ça correspond au moment où on a été libéré, donc avec un énorme pic. Je pense que les gens ont un peu rattrapé le fait de ne pas pouvoir sortir pendant 2 mois. Donc, il va falloir se méfier un peu de ces données parce qu'elles sont représentatives d'un état très particulier de la société. On ne peut pas savoir aujourd'hui, enfin en tout cas avec les données qu'on a, à la date qu'on a, si ce sera un changement de comportement périn ou lié justement à cet épiphénomène. Donc maintenant qu'on a présenté le marché, on va vous présenter notre sommaire, donc nos problématiques de notre analyse. Donc la première question, c'est qui sont nos clients potentiels? Donc on souhaite cibler nos clients. On va également savoir où ils se situent, donc dans quelle ville, quelle région s'implémenter. Quand est-ce qu'ils consomment? Quelles sont les habitudes de consommation des clients? Est-ce qu'ils consomment plus le midi, le soir, le matin? Pour nous permettre de mieux gérer nos livreurs. Et qu'est-ce qu'ils consomment? Donc on voudrait savoir avec quel restaurant travailler, quel partenariat créer, quel réseau développer. À la question de savoir qui sont les clients, nous avons répondu à cette question sous deux aspects: aspect genre et aspect génération.
Sur l'aspect genre, nous avons constaté, c'est entre hommes et femmes, nous avons constaté que les hommes constituent 70% du chiffre d'affaires contre 30% pour les femmes. Pour les générations, nous avons identifié 4 générations, mais il n'y a que 2 générations qui nous intéressent. Ce sont les générations 18-40 ans, qui constituent, ces deux générations constituent en elles-mêmes 90% du chiffre d'affaires. Ce point-là est très intéressant pour la pénétration du marché, puisqu'on sait quel type de clientèle on va attaquer. Ensuite, on s'est intéressé à où se trouvaient nos clients. Donc, déjà par rapport aux régions, on voit clairement que l'Île-de-France représente sur cette période quasiment la moitié du marché. Parce qu'on est sur un chiffre d'affaires de 8 millions d'euros sur 3 ans et demi sur ce 17 millions. Après, on sait aussi qu'en France, c'est une région qui est quand même à part. Elle n'est pas du tout constituée comme les autres grandes régions qui, en général, comprennent 1, 2, 3 grandes villes maximum. On est sur un territoire urbain très, très dense et pas très éloigné. Donc, je pense que ce serait intéressant pour Bolt de traiter cette région un peu différemment des autres, voilà, pour densifier un petit peu son réseau dans cet environnement urbain. Mais si on regarde ensuite le top 5 des villes où le chiffre d'affaires est le plus grand, on remarque évidemment Paris qui est en premier, mais on remarque aussi qu'en s'implantant dans les 5 plus grosses villes de France, enfin les plus consommatrices en tout cas, on couvre à environ 40% du marché. Donc ce serait un moyen de couvrir une énorme part de marché en s'implantant dans peu d'endroits différents, donc en ayant des coûts opérationnels relativement faibles. Ce qu'on remarque aussi, c'est que dans ce top 5, il manque certaines grandes villes de France. Donc, avec les données qu'on avait, on ne pouvait pas le déduire, mais il faudrait voir si c'est par habitude de consommation des gens qui habitent là, ou si c'est parce que justement le marché, ce qu'on leur propose ne correspond pas à ce qu'ils attendent. Donc, peut-être trouver une niche ou s'implanter dans des villes où le commerce était attendu de manière plus forte. Je pense notamment à Marseille, qui est une des 4 plus grosses villes de France et qui n'apparaît pas dans le top 5. Maintenant, la question, c'est quand est-ce que nos clients consomment? Et on constate rapidement que de 18h à minuit, les clients consomment le plus. Ça représente 70% du chiffre d'affaires de 18h à minuit, donc l'heure du dîner. Et l'heure du repas, ça représente à peu près 25% de 11h à 15h. Donc, on voudra vraiment cibler l'heure du dîner quand c'est là que plus des 2/3 de notre chiffre d'affaires se produit. Donc, bien gérer nos livreurs, surtout le soir, peut-être recruter plus de livreurs le soir que le midi pour améliorer l'efficacité de notre système. Ensuite, par rapport à la saison, aux semaines, au jour de la semaine, on constate que de lundi à vendredi, il y a une croissance légère et qu'il y a une différence non négligeable le week-end, donc de vendredi à dimanche. On constate que on a beaucoup plus de chiffre d'affaires le dimanche, donc avec 2,97 millions le dimanche, comparé à 2 millions le lundi, 3 millions le dimanche. Donc, on a quand même une différence de 50% qui n'est pas négligeable. Ensuite, par rapport à la saisonnalité, par rapport au mois, on constate un gros pic de août à décembre, de septembre à décembre, comparé au premier mois de l'année. Donc, en février, on est à 760 000 euros. Et en décembre, on est à 1,28 000 €. Ça représente environ 60% de différence. Donc, une grosse différence en décembre par rapport à février. Donc, on voudrait vraiment recruter plus de livreurs, investir plus de moyens de septembre à décembre pour répondre à la forte demande des clients. Donc, dans le secteur de la livraison de repas, bien sûr, analyser les préférences culinaires des clients est essentiel. On le sait, afin déjà d'optimiser son offre, mais aussi pour comprendre, on va dire, les tendances de consommation. Et après analyse de ces données, dans ce domaine-là, nous avons constaté en fait que dans les types de cuisine, celles qui sont les plus représentées, hormis la cuisine japonaise, ce sont, on va dire, les cuisines orientées plutôt fast-food. Voilà. Avec notamment, vous pouvez voir la part du burger qui représente quand même 30% du chiffre d'affaires total. Voilà. Donc, l'idée ici, en fait, de retenir, c'est que
d'un point de vue, on va dire, commercial, il faudrait, et on conseille en fait de réaliser, en fait, d'établir des partenariats avec des chaînes de fast-food dans un premier temps. Et d'un point de vue opérationnel, ces informations pourront nous aider, en fait, si vous voulez, à aider les livreurs à se positionner le plus proche possible, en fait, des restaurants qui génèrent le plus de chiffre d'affaires. Le panier moyen. Donc, on a calculé le panier moyen dans 2 cas différents, avec ou sans promotion. Le panier moyen avec promotion est de 24 € contre 27 € pour le panier avec promotion. Bien entendu, en termes de volume, en termes de chiffre d'affaires, on a constaté que les clients consomment beaucoup plus davantage quand il y a la promotion. Le slide suivant, Étienne va nous expliquer les impacts de la promotion en termes de volume, en termes du chiffre d'affaires. Alors du coup, ce qu'on a mis en avant aussi, c'est que les promotions, elles sont financées par les plateformes. Ce qui veut dire que malgré le fait que ça fasse une augmentation du panier moyen non négligeable, à savoir à peu près un petit peu plus de 10%, ça coûte aussi à l'entreprise quasiment 7 € par client qui commande avec une promotion. Ce qui fait que sur les 2 acteurs majoritaires, donc ceux dont on parle depuis tout à l'heure, c'est quand même une dépense de quasiment 630 000 € sur 3 ans et demi. Donc ça peut être un vecteur très intéressant pour faire du recrutement ou de la fidélisation client, mais elle a un coût. Sachant que pour se positionner par rapport à ses futurs concurrents, il va falloir essayer d'être un petit peu plus agressif que j'imagine sur les promotions, à savoir soit donner des promotions qui seront soit plus importantes, donc en gros dépasser les 6,86 € de moyenne par client, soit l'autre graphique, c'est-à-dire faire qu'il y ait plus de 13% des commandes qui partiront de chez eux, qui soient des commandes promotionnées. Bon, par rapport au jeu de données qu'on avait, on a pu faire beaucoup d'analyses, mais il nous manquait quelques informations clés pour pousser l'analyse plus loin. Donc, on recommande à notre client Bolt de bien s'assurer de récupérer ces données pour de futures analyses. Donc, la première, c'est l'ID client. Comme on n'avait pas l'ID client, on n'a pas pu faire d'analyse par rapport au comportement client. On n'a pas pu savoir, on n'a pas pu faire d'informations de supposition sur la fidélisation. On aurait pu faire de la promotion. Bref, on aurait pu faire beaucoup de choses avec l'ID client. Ensuite, par rapport au temps de livraison, c'est un des facteurs clés dans la satisfaction client. Un client, il veut de la nourriture de qualité à un bon prix et qu'il soit livré rapidement. Et comme on n'a pas un des 3 facteurs clés, ça a fortement limité notre analyse. Avec le temps de livraison, on aurait pu analyser un de ces 3 grands axes pour éventuellement trouver des pistes d'amélioration. Et le dernier point d'analyse potentiel, c'est la satisfaction client. Comme on ne sait pas si les clients sont contents ou pas de leur livreur, de leur service de livraison, de leur nourriture, on n'a pas vraiment de retour qui nous permettrait d'améliorer notre service. Enfin, pour compléter notre analyse de données, il nous a paru intéressant, on va dire, de déterminer les forces, faiblesses, opportunités ainsi que les menaces d'un tel projet. Tout d'abord, la force. Principale force, on va dire, ce sont ce socle en fait, important de clients déjà habitués en fait, à ce mode de consommation. Pour contrebalancer ça, les faiblesses, la principale, on va dire, c'est le coût d'acquisition des clients à travers, bien sûr, dépenses publicitaires, ainsi que, comme on a vu précédemment, promotion agressive. Les opportunités, bien sûr, un marché en pleine croissance, une demande très forte en Île-de-France et en matière de produits, une demande très forte sur le fast-food. Et enfin, les menaces, disons, on en a cerné 2 principales. Les concurrents déjà établis depuis plusieurs années, avec leur organisation, leur process déjà bien huilés, et le changement éventuel, disons, de comportement des consommateurs. Voilà. On vous remercie. Merci de votre attention. Est-ce que vous avez des questions? Ouais. Est-ce qu'on pourrait revenir sur le tout premier pie chart? Alors, connaissant un petit peu la donnée, on va rentrer un petit peu dans les détails, notamment en mathématiques, de ce premier pie chart, puisque après, vous avez mis Just Eat de côté par rapport à la fiabilité des données, mais ici, vous avez quand même réussi à déterminer une part. Est-ce que vous pouvez aller un peu plus dans le détail sur le calcul que vous avez fait pour déterminer cette part et l'indice de confiance
à la louche comme ça? Ça, c'est précis, c'est parce que en fait, ça, c'est basé, comme c'est écrit, sur le nombre de commandes. On avait le nombre de commandes, mais on n'avait pas leur valeur monétaire. Donc, on ne pouvait pas déterminer. J'ai abandonné le bootstrap. Justement, parce qu'en fait, comme on n'avait pas, si j'avais eu une centaine d'échantillons de Just Eat, j'aurais pu le faire en me basant sur cet échantillon-là. Comme j'en avais 0, je me suis dit qu'en fait, j'aurais bootstrappé les prix de Auchan d'à côté, c'était pareil. Donc, non, mais voilà, ça n'avait plus de sens. Donc, on a abandonné cette idée et c'est pour ça qu'on a fait sans la data monétaire de Just Eat. Sinon, on aurait pu faire avec. Merci pour cette présentation. Moi, j'ai une question. Si on pouvait d'abord commencer par faire un récap de votre stratégie marketing pour Bolt, et je précise vraiment ça, votre stratégie marketing pour Bolt. Comment est-ce que vous conceptualisez le fait que Bolt intègre le marché dans un an, un peu moins, enfin moins à court terme, quoi. C'est quoi la stratégie directement? La stratégie qui répondra à ces 4 questions, c'est-à-dire très bien cibler ses clients en termes de communication, donc à savoir principalement quand même les 18-40 ans, donc les 2 générations les plus jeunes représentées. S'installer dans des villes déjà porteuses, parce que j'estime que même s'il y a des marchés comme par exemple un petit peu vite comme à Marseille, on ne connaît pas le consommateur, les habitudes de consommation des usagers là-bas, donc ça peut être risqué de s'y implanter. Bon, si ça marche, ce serait une réussite importante, mais si ça ne marche pas, ce serait des pertes dès le début d'exploitation. Bien organiser ses flottes de livreurs et en termes que ce soit en termes d'horaire ou même de quantité de livreurs disponibles via la saisonnalité qu'on a démontrée et aller chercher des partenariats avec les grandes chaînes de restauration qu'on a mis en avant voilà, pour répondre aux besoins des clients. Toujours dans la même démarche, alors j'ai une petite question supplémentaire par rapport du coup à votre cible. J'aimerais bien que vous dites-moi si vous pouviez venir scinder en deux les clients qui sont existants par rapport à votre analyse et votre jeu de données et des clients pardon qui sont vos clients cibles pour Bolt. Quelles seraient du coup les différences entre les clients les plus importants par rapport à vos jeux de données et les clients cibles, ces clients qui permettraient à Bolt de venir s'immiscer plus rapidement sur le marché? Oui, on a vu sur les clients, on avait vu les gens, hommes et femmes, on avait vu la cible. Donc, on avait dit ici, les 18-40 ans constituent la cible principale, puisqu'en elle-même, on a 90% du chiffre d'affaires. Très bien, donc, ce sont vos clients majoritaires, ceux qui viennent. Oui. Oui. Du coup, alors, donc, soit on attaquerait déjà les clients de nos concurrents, entre guillemets, soit on irait chercher les mêmes les mêmes profils de clients qui ne sont consommateurs ni de l'un ni de l'autre. Ça pourrait être une solution aussi. Oui. Pour chercher, en fait, tu pensais à est-ce qu'on irait chercher à recruter dans les catégories qui sont peu représentées? C'est une possibilité, mais c'est risqué. C'est risqué. Parce que justement, si elles sont si peu représentées, alors que la méthode de consommation, elle est quand même implantée depuis plusieurs années, parce que là, on parle de 2017, mais c'est une méthode de consommation qui existe depuis à peu près les années entre 2000 et 2015, je dirais. Si cette génération, elle n'a pas passé le pas, alors qu'on a quand même 10 ans de recul par rapport à l'implantation du marché, on peut essayer d'aller les chercher, par exemple, en essayant de diversifier l'offre, en essayant de leur proposer des produits qui leur parlent plus. Voilà, mais c'est quand même un risque. Surtout moi, je dirais là-dessus dans un second temps. C'est-à-dire que une fois qu'on sera implanté, qu'on aura notre base de clients et que clairement Bolt commencera à gagner de l'argent avec la base de clients qui existe déjà, où on sait qu'il y a du monde, aller chercher ces catégories dans un second temps pour développer son marché, ça peut être une bonne idée. Dans un premier temps, partir sur une formule qui marche, entre guillemets, c'est moins risqué en tout cas. Comme aller chercher des clients dans une région ou une ville, on va dire, sous-exploitée, telle que Marseille. Très bien, en tout cas, vous faites la différence entre les clients qui rapportent le plus d'argent et la clientèle cible que de Melomood, excusez-moi, de Bolt pour de Bolt pour ça comme cible parce qu'on était sur une insertion de marché. D'accord. Ouais, voilà. On a été sur un développement. Du coup, j'avais une dernière question sur ces slides-là. J'ai une catégorie ici senior. Je voulais savoir s'il y avait de la donnée dedans. Oui. Sur cette catégorie-là. Et juste savoir un peu la proportion de parce que là, en fait, on ne voit pas typiquement la donnée. Ça représente à peu près en tout 2,5% de nos clients.
enfin des clients de Uber Eats et Deliveroo. Ok, très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Du coup, la question de la part de Nadège, c'était de savoir si vous aviez détecté des valeurs aberrantes et comment est-ce que vous les avez traitées, si vous êtes tombé dessus. On a détecté des valeurs qui étaient statistiquement aberrantes. Néanmoins, on a décidé de les garder parce qu'elles reflètent un certain comportement client réel et comme on voulait se baser sur quelque chose le plus réel possible, on a décidé de les garder. Comme par exemple, on a trouvé une seule commande qui valait à peu près 900 €. Donc, c'est une commande réelle, mais statistiquement, mais la valeur est aberrante. Très bien, merci pour vos réponses. Et moi, je voulais vous poser une autre question, c'était par rapport, vous dites que les promotions, ça leur fait dépenser 630 000 € à peu près, c'est ça? Est-ce que dedans, ces 630 000, vous avez compté le gain que ça leur rapportait aussi? Que ces clients... Pardon. Non, on l'a compté comme une dépense flat. On n'a pas déduit parce que comme on ne connaît pas les modalités de partenariat, par exemple, avec les enseignes, etc., on ne pouvait pas déterminer le gain réel que ça leur faisait. Tu vois ce que je veux dire? Ok, ouais, je vois ce que vous C'est-à-dire dites. que si on savait qu'en gros, ils avaient des partenariats où ils prenaient 30% de commission plus tant, on aurait pu faire une estimation. Mais sans ces modalités-là, on ne pouvait pas le déterminer, malheureusement. Ça n'aurait pas été possible de calculer un intervalle de confiance? Par exemple, en se disant, on a 95% de chances de se retrouver là-dedans et donc de le soustraire? Ça aurait été compliqué. On n'a rien de, enfin, vraiment, on n'a aucune modalité sur la manière dont ils se rémunèrent. Ok, merci. Donc juste par rapport aux trois marchés différents, donc Deliveroo, Just Eat et Uber Eats, comme on n'avait pas l'ID client, on n'a pas pu établir le comportement des clients par rapport à ces trois entreprises. On n'a pas pu déterminer si les clients allaient d'abord chez Uber Eats, ensuite s'ils allaient voir chez Deliveroo. On n'a pas pu faire d'analyse sur le comportement des clients par rapport aux trois services différents. Et ça nous aurait aidé vraiment à savoir si les clients sont prêts à utiliser différents services de livraison ou si vraiment ils utilisent vraiment un seul service. On ne sait pas car on n'a pas l'information malheureusement. Ok, merci.